d'abord, les éléments de marché avec Michael Nizar, je le disais, qui est avec nous en plateau, le responsable de la gestion multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue, Michael. Bonjour. Bon, les débuts d'année sont toujours propices à la réflexion en matière de stratégie d'investissement, mais quand même un commentaire de l'ambiance. Alors, sur 3 séances, ça ne fait pas une tendance, mais on a l'impression que le marché est parti dans une idée un peu Goldilocks. C'est-à-dire que tout va bien. L'inflation baisse, surprise à la baisse sur l'inflation en Europe, et l'activité continue de bien tenir, et mieux même que ce qu'on pouvait espérer. Exactement. Alors, on est plutôt assez circonspect, puisqu'en fait, il nous semble que le tie-break a commencé. C'est-à-dire que la phase de désinflation la plus technique, la plus mécanique, elle est entamée. Et c'est ce qui a permis, en fait, au marché de bien remonter depuis quelques mois. Mais devant nous, on a une phase qui est beaucoup plus compliquée, moins prévisible, et j'y reviendrai. Le premier temps, c'est qu'en fait, effectivement, cette désinflation, elle est très technique, elle est mécanique. Quand on voit finalement les chaînes de logistique, en fait, qui sont de moins en moins embouteillées, qui étaient finalement le cœur de cette inflation qui avait commencé à croître, exactement. On a en plus, en fait, une inflation d'origine énergétique, pétrolière, qui a tendance plutôt à bien baisser. On voit même les prix du gaz sur le court terme qui ont bien baissé, même si les prix à terme à 1 an sur le prochain hiver restent encore élevés. Mais globalement, on a une inflation des matières premières énergétiques qui a baissé. Troisièmement, on a des prix des biens manufacturés qui ont plutôt ralenti et une inflation alimentaire qui n'accélère plus. Donc globalement, le marché a plutôt bien salué cette partie-là, mais qui est avant toute chose lié à des effets de base, des effets techniques qui devraient encore perdurer. Mais devant nous, on a quand même différents écueils. On en a 3. Le franchissement du pic d'inflation, c'était la partie facile, vous dites ? Exactement, la partie facile. La partie la plus difficile, c'est effectivement pour les prochains mois. Puisqu'en fait, premièrement, quand on voit en fait au niveau du travail des banques centrales, le travail n'est pas achevé. Quand vous regardez finalement le prix des services hors logement, il est encore sur des niveaux de 4 à 5%. Donc globalement, c'est le cœur du système. Ça, c'est quand même assez important. Et c'est là où finalement s'expriment les tensions inflationnistes les plus domestiques. Et donc, M. Powell, en fait, disait justement que c'était la catégorie la plus importante. Et pour rappel, sur un régime de croisière, on est plutôt sur des niveaux de 3%. Là, on est entre 4 et 5%, ce qui veut dire qu'on est encore loin de la cible des 2%, même si on l'ajuste des gains de productivité. Et là, je parle effectivement des salaires, notamment dans les services. Donc ça, c'est le premier point. Le travail n'est pas achevé pour la Banque centrale, et le prochain chiffre de l'emploi sera très important, parce qu'en fait, il validera ou pas le fait de passer à 25 BP, mais il y a encore le risque d'avoir une hausse de taux peut-être plus élevée que ce qu'on peut penser si le taux de chômage venait encore à baisser. Et on a vu les dernières semaines, on a vu quand même un marché assez robuste quand on regarde les données hebdomadaires. Le deuxième élément qui dit que finalement on est plutôt on va rentrer dans une phase de tie-break où finalement la complexité est un petit peu plus forte, c'est qu'en fait la Chine réouvre et en fait quand on sait, je vous donne un chiffre, la consommation du cuivre dans le monde en provenance de la Chine, c'est 53%. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir en plus une inflation, en tout cas qui peut persister dans les matières premières liées justement à la réouverture de la Chine. Le simple effet de réouverture, parce qu'on n'imagine pas que la Chine va mettre en place un plan de relance comme en 2008, par exemple. C'est pas du tout l'idée des investisseurs aujourd'hui. Mais le simple effet de réouverture, ça peut quand même ramener ou cristalliser à nouveau des tensions sur le comportement des matières. Ça peut compliquer en tout cas cette lecture. Brouiller la lecture. De brouiller la lecture, tout à fait. Et puis le troisième point, c'est l'immobilier. On sait que quand on regarde les nouveaux loyers finalement sur le marché immobilier américain, ils ont tendance en fait à refluer, comme le prix des maisons. Quand vous regardez même les mises en chantier, on a globalement une activité qui a tendance à baisser sur le marché immobilier. C'est de bon augure, mais en fait, dans le tempo de finalement quel est le délai de réponse d'usage, généralement c'est de 6 à 9 mois. Donc ce qui veut dire qu'on n'est pas tout à fait sûr du moment à partir duquel on va avoir le poids de l'immobilier qui va rentrer en ligne de compte dans les chiffres d'inflation. Donc ça fait finalement trois niveaux d'incertitude qui vont commencer à marquer finalement les attentes des investisseurs, avec finalement une prime liée à l'incertitude inflationniste qui va rester quand même encore élevée, même si on sait que tendanciellement la désinflation est bien là, mais on le sait bien, à chaque chiffre économique, les investisseurs sont extrêmement sensibles à la surprise liée à l'inflation. Donc ce qui pose la question de effectivement la préparation des marchés. Cette prime de risque liée aux incertitudes ou à la volatilité de l'inflation, comment elle s'exprime, comment elle doit s'exprimer dans les marchés selon vous, Michael ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors en fait,
Selon nous, on avait plutôt eu tendance à accompagner la hausse des marchés depuis finalement la fin du troisième trimestre, en pensant qu'on avait quand même bien intégré tous ces risques inflationnistes et que devant nous, on allait avoir en fait une première phase de désinflation. Ouais. Devant nous, aujourd'hui, on pense en fait que le prix du risque n'est pas suffisamment bien intégré. Quand vous regardez la volatilité des actions américaines, notamment le VIX ou le V2X sur les actions européennes, on est sur des niveaux de 20 à 22%. C'est extrêmement bas. C'est même une aberration. Quand on sait qu'on est peut-être dans une économie pré-récessive, qu'on a devant nous encore des questions sur l'inflation, avoir une volatilité action aussi basse, c'est extrêmement énigmatique. Ça tranche d'ailleurs avec la volatilité des marchés obligataires et des marchés de taux. Exactement. La volatilité des taux est relativement élevée et en fait il y a une vraie mâchoire qui est difficilement explicable, surtout au moment où en fait on sait qu'on va avoir une phase compliquée en termes de récession et qu'en fait l'inflation peut rester sur un régime certes un peu plus faible mais encore assez élevé. Ce qui veut dire que le prix du risque il est selon nous mal intégré par les marchés, ça c'est le premier point. Donc un manque de préparation des marchés face finalement à des surprises liées au mix croissance-inflation. Et puis le deuxième élément c'est qu'en fait, et ça c'est très important pour l'allocation d'actifs, c'est qu'est-ce qui est pricé, qu'est-ce qui est intégré sur la partie courte de la courbe américaine et européenne. Aujourd'hui en Europe, on est autour de 3,40 sur le taux terminal, on est allé même à 3,50, mais quand vous regardez le taux finalement des Federal Fed Funds, des taux US, on intègre déjà des baisses des taux. Ouais. Est-ce que c'est normal de pricer autant de baisse des taux sur le deuxième semestre 2023 ? 50 BP peut-être de baisse de taux. À peu près 50 BP, c'est pour nous finalement une certaine complaisance vis-à-vis de la tonalité que les marchés attendent en termes de politique monétaire de la Fédérale Réserve. Ouais. Ce qui veut dire que pour ces deux éléments, il nous semble que les marchés n'intègrent pas suffisamment bien ce risque-là, lié à finalement un taux terminal qui peut être un petit peu plus élevé pour donner un peu plus d'assurance à la Fédérale Réserve de vraiment achever son travail, et puis une récession qui est mal intégrée quand on regarde le prix de la volatilité des actions européennes et américaines. Ouais. Et surtout, les marges. Plus on va se rapprocher finalement des publications trimestrielles, plus le risque d'avoir des guidance sur les marges des entreprises, elle va commencer à peut-être peser, parce qu'en fait aujourd'hui, vous avez encore une attente de positive sur les résultats anticipés, mais en fait, les marges vont baisser. Parce qu'en fait, le pouvoir sur les prix des entreprises va avoir tendance à baisser au moment où la consommation va ralentir. Et donc, il nous semble qu'on peut avoir facilement 10-15% de révision des attentes bénéficiaires des entreprises. Ouais. Et vous dites, malgré le fait qu'on parle de cette situation depuis longtemps. Enfin, c'est la récession la plus attendue de l'histoire, et c'est même une récession qui est difficile à déclencher. On le voit aux États-Unis. En tout cas, malgré ça, vous dites, oui, les marchés ont du mal à s'ajuster correctement à ce risque-là aujourd'hui, le risque sur les marges des entreprises. Exactement. Notamment. Ouais. Alors, ce qui nous amène en fait en termes de stratégie d'investissement, c'est de dire que finalement, si je reprenais une formule anglaise, carry is king pour cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous semble que dans nos stratégies d'investissement, ça va être avant toute chose une année de portage, une année obligataire plus qu'action. Parce que quand vous regardez les volatilités des taux d'intérêt, vous en parliez, elles sont extrêmement élevées. Ouais. Elles vont avoir tendance tout doucement à baisser, ou en tout cas converger vers la volatilité action, ce qui veut dire qu'on est plutôt bien rémunéré pour porter du risque obligataire. D'accord. Ça ne veut pas dire que finalement les taux vont vraiment refluer. Ça va demander encore une gestion active sur la duration, mais le portage, quand vous regardez finalement ce qui est rémunéré sur la dette high yield par exemple, ou la dette financière subordonnée, on est quand même sur des niveaux qui intègrent très bien un risque de défaut, qui est aujourd'hui plus de 6-7% par an. Donc ce qui veut dire que c'est une année de portage. Et par contre, sur les actions, on pense que c'est beaucoup plus une année liée aux thématiques, où en fait on va chercher à dépasser les enjeux finalement géographiques ou les enjeux sectoriels. On le sait que dans des phases de récession, finalement, c'est difficile de trouver la bonne zone géographique. Elles sont généralement toutes bien corrélées. Par contre, il y a des thématiques qui peuvent vraiment se distinguer. On pense notamment toujours au big data, à la santé.
C'est un secteur qui est intéressant, notamment dans les phases où les taux peuvent continuer à progresser. Et puis aussi le capital humain, qui est une bonne manière aussi finalement de tirer, pour certaines entreprises, de tirer leur épingle du jeu face finalement à un contexte où il est difficile de trouver de la main-d'œuvre qui soit à la fois motivée dans une révolution. Hein. Vraiment, on est dans un contexte de révolution au niveau du marché du travail. Donc ça, c'est aussi un enjeu qui nous semble assez important. Par contre, en termes directionnels, on commence l'année de manière assez prudente sur les marchés au global, parce qu'effectivement, on trouve que le prix du risque n'est pas suffisamment bien intégré. Cette idée que la Fed baissera ses taux à la fin de l'année 2023, c'est pas une idée nouvelle, hein, c'est même une idée persistante dans le marché. C'est un pricing qui existe depuis quelques temps et qui persiste malgré les différents rappels à l'ordre de Jérôme Powell à l'occasion des réunions ou des discours prononcés par le patron de la Fed. Alors il est sur un schéma classique. La persistance de ce pricing est quand même interpellant. Moi je l'explique comme le fait que le marché en fait est sur un schéma tout à fait classique, où en fait après une phase de remontée des taux où on commence à intégrer une pause, tout de suite en fait c'est presque pavlovien comme réflexe, on commence à anticiper de la baisse des taux. Et il nous semble que cette baisse des taux elle est trop rapide, hein, clairement quand on voit que le travail n'est pas encore tout à fait achevé. J'entends. Une récession modérée implique pas forcément aujourd'hui que la Fed rebaisse rapidement ses taux. Exactement. Merci beaucoup pour cet éclairage de marché. Bon, dans une ambiance qui reste une ambiance très positive en ce début d'année, mais attention à ne pas trop extrapoler cette image de début d'année, néanmoins très positive, on le rappelle, pour les actions et les actions européennes notamment. Michael Nizar qui est avec nous en plateau, le responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management.